Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle formation dispensée par Maelstrom Media. On parlera de l'interface entre le pouvoir législatif, exécutif aussi, mais surtout législatif, et le pouvoir judiciaire. Interface qui, disons-le, a perdu peut-être de l'importance aux yeux de plusieurs, fragilisé, menaçant l'état de droit. On peut dire ça comme ça, de manière générale, tu seras d'accord, malheureusement? Oui, à 100%. Quand j'entends des premiers ministres provinciaux, surtout, et des leaders de partis d'opposition au fédéral, dénigrer notre judiciaire parce qu'ils sont pas d'accord avec certains jugements, ça me fait peur. Parce que j'ai vécu à une époque où ce n'était pas ici, j'étais trop petite, mais il y avait des gouvernements autoritaires. Oui. Militaires. Argentine, par exemple. Juste un exemple. Chili. Portugal. L'Espagne, merci. Sans parler de plusieurs pays en Afrique. Et je me dis, on ne peut pas fragiliser notre judiciaire. Une démocratie, c'est sur 3 piliers. La politique, le législatif et l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et si on fragilise un de ces piliers, c'est comme une maison où la fondation commence à crever. Et ce qui est fantastique, c'est tu as été, bon, évidemment, tu es avocate, tu as fait des études de droit, tu as pratiqué dans des domaines, à mon sens, ultra importants. Tu as été élu en 97. Oui. T'es resté là pendant un bon bout de temps, comme législatrice. Donc, tu as vu cette évolution de 97, je calcule bien, à 2011, c'est bien ça? C'est bien ça, la vague orange. Oui, comme beaucoup d'autres, de toute évidence. Comment, on viendra avec des exemples spécifiques. Oui. Mais du début, donc de ton premier mandat, ta première journée de premier mandat jusqu'à ta dernière journée de dernier mandat, est-ce que tu sentais déjà cette évolution de 97 à 2011? Oui. Évolution dans le sens... Oui, négative. Oui, voilà. Oui, je le sentais parce que on voyait de plus en plus la pensée plutôt à droite qui tentait de minimiser l'impact de la charte des droits et libertés de la personne au fédéral, mais également les chartes au niveau provinciaux. On voyait déjà une montée. Parti réforme au niveau fédéral, qui est devenu par la suite l'Alliance canadienne, qui par la suite a soi-disant fusionné avec le Parti progressiste conservateur, mais en réalité a envalé le tout. Oui. Pour mettre une empreinte plutôt de droite, même pas centre-droite. Et quand on a vu ce nouveau parti conservateur prendre le pouvoir comme gouvernement minoritaire, donc il y avait certains freins à ce que le premier ministre Harper pouvait faire. Mais une fois qu'il a gagné la majorité en 2008, à ce moment-là, il pouvait faire ce qu'il voulait, puis on voyait ce qu'il a fait. Des sentences minimum consécutives mandataires, obligatoires au droit criminel, qui a surpeuplé notre système carcéral, que toutes les études scientifiques démontrent que ça ne apaise pas la criminalité. Il y a d'autres façons de le faire. On a vu la montée des religions plutôt conservateurs qui commençaient à avoir une influence sur les droits eux-mêmes. Sur les droits, sur la façon que le gouvernement regardait les choses. Et on le voit encore aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression de revivre les années 50, quand j'étais enfant. Le recul. C'est un recul presque à 100%, mais
je vois de ça à ce qu'on vit aujourd'hui, où on a des gouvernements provinciaux qui utilisent la clause non-obstant de façon préemptoire. Moi, honnêtement, je n'ai pas d'objection aux clauses dérogatoires, mais l'utilisation, une fois que les tribunaux ont statué sur la constitutionnalité, etc., et ont jugé que telle partie de la loi ou telle autre partie est inconstitutionnelle à cause de telle et telle raison, je peux supporter, appuyer un gouvernement qui dit, nonobstant le jugement, nous décidons c'est ça. Et prendre le temps de voir, est-ce qu'il y a une façon de réformuler la loi pour qu'elle devienne constitutionnelle, ou les parties qui étaient jugées inconstitutionnelles, qu'elles deviennent constitutionnelles. Un peu comme notre gouvernement avait fait avec la loi 101. Mm-hmm. Ben oui. C'était tout à fait le processus qui devait être... Donc, qu'on permette le dialogue entre le judiciaire et le législatif. C'est ça. Mais justement, pour qu'il y ait un dialogue, encore faut-il que le judiciaire puisse se prononcer. Voilà. Et là, ce qu'on sait, pour l'instant, on verra la décision de la Cour suprême dans le cas de la loi 21. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est on utilise la dérogatoire pour bâillonner les tribunaux. C'est ça. Pour dire que les tribunaux n'ont pas un mot à dire dans cette affaire. Est-ce que vous, pendant tout ton séjour, notamment lorsque le Parti libéral est au gouvernement, est-ce que vous aviez parfois des discussions sur la possibilité d'invoquer la dérogatoire? Non. Jamais. Non, jamais. Le fédéral l'a jamais fait par ailleurs. Ne l'a jamais fait, et pendant que mon parti était au gouvernement, n'a jamais envisagé de le faire. C'était même pas une question. Non. Pas du tout. Et quand il y avait des provinces qui l'utilisaient après le jugement le plus loin rendu, Cour suprême du Canada, ont décidé de l'utiliser. Il n'y avait pas de discussion non plus, parce que on disait, c'est tout à fait raisonnable que un gouvernement provincial, une fois que la Cour suprême a statué sur leur loi provinciale, décide qu'une partie est inconstitutionnelle, que ce gouvernement décide d'utiliser la clause dérogatoire pour se donner le temps de voir est-ce qu'il y a des moyens pour rendre cette partie de la loi constitutionnelle. Donc, ça fait partie de la discussion, de la réflexion. Entre les deux. Alors, Alors, quand je vois l'utilisation préemptoire, ça me déconcerte, ça me désole et ça me fâche. Tu te rappelles, j'avais fait une petite conférence, un petit mot de rien dans un truc particulier, là, sans rentrer dans les détails. Et Jean Chrétien et Marc Lalonde étaient dans la salle. Oui, OK. Et j'avais dit, finalement, ils avaient peut-être raison de se méfier de la dérogatoire elle-même. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu puis on connaît l'histoire, les provinces de l'Ouest avaient poussé très fort pour obtenir la dérogatoire, et on est la seule charte au monde à avoir un truc semblable, c'est-à-dire un mécanisme comme la dérogatoire. Oui. Et Trudeau voulait absolument rien savoir. Mais c'est Chrétien et Lalonde particulièrement, qui a poussé pour dire, si on n'a pas de dérogatoire, il n'y a pas de charte, on doit faire ce compromis. Disant Trudeau se dit, ça n'arrivera pas, probablement. Et ce qui était vrai à l'échelle fédérale. Maintenant, quelqu'un comme Jean Chrétien qui a participé en quelque sorte à laisser passer la dérogatoire pour le compromis dont on parle, pour obtenir le compromis dont on parle. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, est-ce que c'est pas, comment je dirais, est-ce qu'il le regrette aujourd'hui? Disons ça comme ça, ouais. D'après les discussions que vous avez eues à l'époque, est-ce qu'on se dit pas, finalement, Honnêtement, je pense que si M. Chrétien était toujours premier ministre aujourd'hui, qu'une renvoi à la Cour suprême du Canada pour demander si des balises devraient exister, parce que c'est la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ford qui a dit il n'y a pas de condition. La clause dérogatoire peut être utilisée à n'importe quand. Il
il n'y a pas de condition au préalable. La Cour suprême pourrait dire, oh, wait a minute, un instant, on s'est trompé, on n'a jamais vu venir ce qu'on vit, la société canadienne vit actuellement. Il devrait y avoir des balises qui sont mises en place et les voici. J'aimerais bien. Et la Cour suprême a déjà renversé ses propres décisions. Dans Carter, sur l'aide médicale à mourir. Voilà. Saskatchewan Federation Labour sur le droit de grève. L'arrêt Burns, en matière de peine de mort. Voilà. Sur les extraditions. Voilà. A renversé sa décision dans Kindler. Dans les 3 cas, c'était basé sur l'analyse d'une preuve sociale et politique qu'on appelle la preuve extrinsèque, comme tu sais. Oui. De voir le meilleur exemple, je pense, c'est Carter. Ou ben même, en fait, Burns aussi, mais disons Carter qui a renversé l'arrêt sous Rodriguez. Oui. Dont tu te souviens très bien. Oui. En disant, Colombie-Britannique. Voilà, en disant, il y a eu une évolution sociale importante. La société canadienne considère maintenant que l'aide médicale à mourir devrait être acceptée pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas juridiques, mais qui sont bien sociales et politiques. Et elle a renversé son propre précédent, à peu près, je sais pas, 22, 23 ans plus tard. Donc, est-ce que aujourd'hui, on n'est pas dans un cas comme celui-là avec la dérogatoire? Moi, je pense que oui. Et je pense que le gouvernement, pas le gouvernement, mais la Cour suprême du Canada aurait plein de preuves